Nechem et merci d'écouter ou de regarder ce nouvel épisode de World Creative Identities. Nos identités sont multiples, uniques, complémentaires, parfois révélées, souvent en cours d'exploration. Je discute dans cette émission avec des personnes qui aiment nous aider à les exprimer. Journalistes, documentaristes, designers, thérapeutes, enseignants et plein d'autres profils passionnés et passionnants. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec Jérémy Jantet, producteur de contenu audiovisuel et créateur de documentaires. Entre autres missions, il accompagne aussi des auteurs et forme des équipes, tout en continuant d'imaginer lui-même des projets. Parmi ces projets, nous pouvons citer Les Pédaleurs, un docu sur la culture vélo à Strasbourg, Paris, ville nature, des portraits de Parisiens qui ont un lien fort à la nature, Stéréotypes, une web-série pour TV5 Monde sur les stéréotypes liés au genre dans les métiers, la web-série Le Haut-Jura face au changement climatique. Avez-vous la Mars Attitude, documentaire créé dans le cadre de l'exposition Mission spatiale à la Cité des sciences et de l'industrie, donc c'est bien varié, on va voir de quoi se parler. Il travaille aussi régulièrement sur ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire des contenus créés pour les marques et leurs besoins de communication, toujours avec sa patte. Et donc, bienvenue Jérémy, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu? Avec plaisir. Merci Nechem pour l'invitation. Déjà, ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et écoute, je vais bien pour répondre à ta question. Je vais bien, beaucoup de projets, donc beaucoup de travail, mais des projets qui me plaisent. Et donc, pour moi, peut-être le plus important, c'est de pouvoir gérer, bosser sur des projets qui sont satisfaisants et sur lesquels je m'ennuie pas. Ouais, je pense que ça se ressent aussi dans le résultat parce que j'ai pas mal regardé ce que tu as fait jusqu'à présent. Avant de commencer un petit peu à parler de tous ces beaux projets, je voudrais un petit peu qu'on te découvre, qui tu es, d'où tu viens. Et une question que j'adore poser, c'est commencer un peu par l'enfance de mes invités et commencer par demander quelles étaient tes activités préférées? Qu'est-ce qui t'enthousiasmait quand t'étais gosse? À quoi t'aimais jouer? Intérieur, extérieur, seul, avec les autres? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu étais quand tu étais gamin? Eh ben, écoute, j'étais un enfant heureux, je pense. En tout cas, les souvenirs d'enfance que j'ai sont toujours remplis de choses positives quand j'y repense. C'est un moment que j'ai beaucoup, en tout cas auquel j'aime beaucoup repenser, qui véhicule en général des choses assez, ouais, assez positives en moi. Et je sais que, bah, en tout cas, je pense que j'ai été aimé comme il le fallait. Peut-être parce qu'aussi je suis fils unique, donc du coup beaucoup d'amour de mes deux parents, et une vie intérieure assez riche, peut-être aussi liée à mon statut de fils unique, parce que fallait que je m'amuse un peu seul par moment, j'avais pas de frères et sœurs. Donc je jouais beaucoup, enfin que je me rappelle de moi enfant, c'est énormément d'histoires en fait que je pouvais me raconter justement, D'accord. avec mes jouets, avec des personnages imaginaires à qui je pouvais parler, ce genre de choses. Et donc oui, beaucoup de scénarios que j'ai élaborés petits dans ma tête avec, oui, comme je disais, soit mes personnages de G.I. Joe. Alors je sais pas si ça parle à grand monde, mais en tout cas c'est des espèces de Mhm. petits soldats avec lesquels je jouais, également mes Lego, ce genre de choses. Et donc ouais, je m'en rappelle beaucoup, ouais, jouer dans ma chambre et de créer des situations, imaginer des histoires, ce genre de choses. Et aussi, là c'est plus pour la partie, on va dire, au niveau de ma chambre, de mon univers à la maison, et beaucoup d'amis aussi. J'habitais pendant un long moment dans une sorte de zone pavillonnaire où tous les enfants se retrouvaient le soir après l'école ou les mercredis après-midi pour partir faire du vélo. Et donc, bah, j'ai toujours aimé le vélo. La preuve, j'ai fait un documentaire sur ce sujet-là. Donc, ouais, partir à vélo, aller se balader dans le quartier, dans des coins avec un petit peu de nature, ce genre de choses. Donc, beaucoup d'activités aussi en plein air avec des groupes de copains Mhm. et avec lesquels je passais des bons moments et tout ça. Donc j'ai toujours bien aimé aussi les groupes de potes avec qui jouer. Donc assez sociable aussi comme enfant, même si fils unique. Donc Bah, euh, peut-être justement parce que
parce que peut-être. du coup, tu t'es entouré. Mais tout ce que tu Effectivement. racontes, en tout cas, ça fait une belle boucle parce que quelque part, tu te dis, je m'inventais des histoires. Aujourd'hui, tu es producteur, réalisateur. Tu Exact aimais le vélo, tu en as fait un documentaire. Tu exactement. étais fils unique, tu te fais des potes, tu interviews des gens. C'est vrai, c'est C'est vrai, fabuleux, tu es tellement cohérent. ça, il y a une logique finalement. Des fois, j'en trouve pas quand j'y pense, mais là, maintenant, oui, en t'en parlant, il y a non, non, il y a une logique effectivement, je pense et dans mon parcours et oui, bah, très tôt, alors enfin, plus vers l'adolescence, mais quand même assez tôt, j'ai commencé aussi à jouer avec le caméscope de mon père, Mhm. alors c'était à l'époque des Sony, Hi8, avec des petites cassettes et je sais que mon père, aimait bien filmer, nos vacances, ce genre de choses et que moi, souvent, pareil, je le prenais pour jouer avec, filmer des choses, puis, faire du montage, c'était un peu plus compliqué parce que c'était sur bande, c'était pas tout n'était pas numérique encore comme maintenant, mais en tout cas, je m'amusais déjà à faire des petits montages, ou des choses comme ça, mais à mon échelle avec, ce qui était possible de faire en termes de matériel et puis, aussi commencer à faire des des petits clips, avec des copains sur des morceaux de rap, C'est qu'on vrai, écoutait à l'époque. Ouais, on faisait du playback, on se mettait en scène trop cool. donc voilà, il y avait ça puis, voilà, puis un peu plus tard à l'adolescence, ouais, la découverte des logiciels de montage, justement quand tout a commencé à se numériser, et les appareils, pour faire de l'image et également, les solutions de montage qui sont devenues accessibles et là j'ai commencé vraiment à bien m'amuser, mais là c'est plus tard, c'est plus l'enfance, c'est, Ouais, mais en vraiment tout cas, tu avais un premier niveau de familiarisation qui fait peut-être qu'on aborde les choses avec moins de peur, on se dit que c'est faisable. ouais, ouais, c'est peut-être, oui, complètement. Enfin, j'avais déjà un pied dedans, donc je me disais: «Bon, bah, Ouais, c'est chouette», après je me disais: «On peut pas forcément en faire son métier parce que voilà, c'est plus un loisir» et bah, finalement, j'en fais ouais. mon métier, quoi, tu vois? Donc Quand on se dit ça, c'est bon signe, ça veut dire que tu passais tellement un bon moment que parce qu'à l'époque, on avait cette impression que le travail ne pouvait pas être fun. c'est vrai, C'est un peu la génération X, qui nous a éduqués, à la exactement, responsabilité et cetera, donc c'était plutôt bon signe en réalité. c'est vrai. Non, mais c'est complètement vrai, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais une image du travail où, fallait, trimer, rentrer tard, puis pas forcément faire, quelque chose que tu aimes, en tout cas le faire Mmh. parce que ça te ramène de l'argent et qu'il faut, Mmh. payer les factures et c'était, quelque chose d'un peu antinomique avec la notion de plaisir, Ouais. quoi, alors que pas du tout. C'est ça, c'est ça. Il fallait montrer qu'on a bien souffert pendant la journée, qu'on s'est bien sacrifié. Exactement, pour pouvoir Alors qu'au anticiper le final, week-end. C'est ça. ouais. Ouais, Et au final, on ressent plus le cœur qui bat dans le résultat des choses c'est vrai. que l'on peut créer. Donc c'est hyper chouette. Et donc tu as grandi à Strasbourg? Alors j'ai grandi, en partie à Strasbourg, enfin je suis né à Strasbourg, j'y suis resté jusqu'à mes 3 ans. Et en Mhm. fait, mes parents sont partis en région parisienne, en Seine-et-Marne, à Comblaville, donc c'est vraiment une petite ville, de Seine-et-Marne, qui était assez mignonne en fait, où, beaucoup de banlieusards, résidaient, donc Mhm. des gens qui allaient travailler, sur Paris, qui se levaient tôt pour qui prenaient le RER. Ma mère faisait partie de ces banlieusards et D'accord. mon père travaillait à Marne-la-Vallée et donc oui, il avait trouvé un boulot là-bas et on est tous, bah, venus avec lui forcément et j'y suis resté jusqu'à mes 7 ans, 7-8 ans, puis après je suis revenu, à Strasbourg, Mhm. parce que mon père était muté, et a trouvé un boulot, à Strasbourg et donc bah, j'ai grandi quand même en grande partie, à Strasbourg, ouais. C'est une belle ville aussi, Ouais. il me semble. J'y suis allée une ou deux fois à Noël. Ah oui, bah, oui, oui, beaucoup de gens y vont à Noël effectivement, Ouais. pour le marché de Noël, mais elle est belle, pour moi vraiment, Strasbourg prend vraiment toute son ampleur et sa dimension, de ville, où il fait bon vivre au printemps. Parce D'accord. que, bah, c'est une ville où tu peux faire beaucoup de vélo, enfin, il y a plein d'aménagements cyclables, c'est, Mhm. la première ville cyclable de France. Ouais. C'est hyper agréable parce que le cycliste a une vraie place de qualité dans cette ville-là et il y a quand même pas mal, d'espaces verts, d'arbres, de petits canaux dans la ville donc c'est vrai qu'au printemps, tu as les terrasses qui sortent, enfin la ville, prend toute son ampleur, je trouve. Et tu es quel cycliste? Quelqu'un qui va se balader de temps en temps ou tu pars et puis 5 heures plus tard, on le voit toujours pas? Ouais, je suis un peu ça, je suis un peu plein de sortes de cyclistes, Mmh. différents, en fonction de l'humeur, du temps que j'ai à consacrer au vélo, mais j'ai 2 vélos, j'en ai un pour, la ville, on va dire,
Mmh. usage, quotidien pour faire des petits déplacements avec un siège bébé à l'arrière Ah oui! pour ma fille. Ah ouais, c'est un peu le Strasbourg way of life, si tu veux. Entre les vélos cargo, les vélos avec les sièges bébés, tout ça, tu as beaucoup ici. Et j'ai un vélo qu'on appelle gravel, alors je sais pas si ça te parle, mais c'est plus pour une espèce de mix entre un vélo de course et un VTT pour sortir de Strasbourg et aller dans la nature, faire des petites côtes pas loin Mmh. des Vosges et tout ça. Et où là, effectivement, quand je pars, c'est 4-5 heures de sortie, voire plus, Ah, c'est seul ou cool. avec des copains, voilà, Mais là, vous êtes toujours à Strasbourg ou vous êtes à Paris? Non, on est toujours, moi je suis toujours, avec ma compagne Elodie, à Strasbourg et ma fille, Gisèle. D'accord. En fait, on a fait, bah, et c'est assez récent, on est revenu parce qu'on voilà, j'ai grandi à Strasbourg, mais pour le boulot, je suis parti à Paris, parce que Mmh. j'ai différentes opportunités professionnelles et j'avais envie aussi de quitter Strasbourg pour pouvoir mieux y revenir finalement. Ouais. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on est revenu sur Strasbourg après Paris, quoi. Après un long D'accord. Ah bah, je suis contente pour vous parce que je pensais savoir que, le cœur battait encore à Strasbourg. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, le cœur battait à Strasbourg et puis, on a notre famille ici, nos proches, et puis surtout on a en tout cas la chance de pouvoir, bosser ici, en tout cas moi, dans une Mmh. société de production, qui est plutôt chouette et renommée, on va dire, à l'échelle nationale, et Mmh. qui s'appelle Sepia, pour laquelle je travaille. Et ma compagne, Élodie, bah, elle continue à bosser sur Paris, donc elle fait des allers-retours, donc elle est, 1 à 2 jours par semaine sur Paris et le reste du temps, elle D'accord. travaille en télétravail, à Strasbourg, quoi, OK, donc pour une boîte parisienne. OK, bah, en tout cas, vous avez trouvé votre équilibre. Ouais, c'est Et vrai. alors entre, toute cette période de découverte, des montages des outils et Sepia, si tu devais un peu résumer le parcours, tu as fait quoi comme études? Qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Écoute, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, enfin, qui ont peut-être à voir, en fait, je dis rien à voir, mais c'est pas si évident. J'ai fait des études de psychologie, Mmh. donc j'ai fait des études de psychologie parce que j'ai découvert la psychologie, enfin plutôt la psychanalyse, et Freud, en cours de philosophie en terminale, et ça m'a passionné, l'histoire d'inconscient, subconscient, ça sur moi, enfin je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable ce truc». Mmh. J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins, bah, de Freud, d'autres auteurs, et je me suis passionné pour la psychologie, donc j'ai fait des études de psycho tout en ayant une grosse appétence pour l'audiovisuel, Mmh. mais voilà, plus en mode loisir, à côté de mes études, aller filmer, des concerts, faire des petits montages vidéo et tout ça. Et donc les études de psycho, m'ont bien plu. J'ai eu un master 1, donc je me suis spécialisé en neuropsychologie, donc vraiment la psychologie, mais on va dire, appliquée au fonctionnement du cerveau, avec une Mmh. base, on va être plus anatomique, et une psychologie qui se rapproche plus des neurosciences, qui permet d'expliquer, quelle aire du cerveau va gérer, quelle fonction, du cerveau, ou quelle fonction cognitive comme le langage, la mémoire et tout ça. Donc ça, Mmh. pareil, ça m'a à nouveau, enfin encore plus passionné finalement que la théorie psychanalytique, parce que là, il y avait une vraie approche mécaniste, du corps. Mmh. Ça m'a Enfin, j'ai trouvé ça pareil, très grisant et hyper intéressant. Mais à côté, voilà, il y avait toujours l'audiovisuel, le cinéma qui m'intéressait énormément. Mmh. J'adore le ciné aussi, j'allais voir beaucoup, beaucoup de films. Et à côté de mes études de psychologie, j'ai fait un diplôme universitaire d'audiovisuel. Mmh. Donc c'était en cours du soir, donc j'avais mes études de psycho la journée. Le soir, je faisais, des petits modules, d'audiovisuel, donc d'écriture, mais beaucoup de montage aussi, de prise de vue. Et en fait, là, ça a vraiment été la révélation. Enfin, j'ai adoré. Je me suis dit: C'est ça que j'ai envie de faire de ma vie». Même si, tout le monde me dit que c'est pas tu fais pas ton métier, ou que c'est difficile, en plus quand tu es en province, il y a pas, enfin, en tout cas, la légende veut qu'il y ait pas grand-chose en termes de métier dans l'audiovisuel, en région, alors que c'est faux. Mais voilà, enfin, les discours, ambiants me décourageaient un peu, et puis en fait, là, je me suis dit: «Non, mais tant pis, je m'en fous, ça me plaît». Et par, le jeu des équivalences, de l'université française, j'ai réussi à intégrer, un master en production et réalisation documentaire. Mmh. Et là, en fait, bah, pareil, enfin, ça s'est super bien passé.
j'ai réalisé un premier documentaire dans le cadre de mes études, et là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie». C'était quoi, hein, comme sujet? C'était un documentaire sur, une personne qui faisait de la musique, qui s'appelle, enfin qui fait toujours de la musique du coup, qui s'appelle Philippe, qui, était un peu un tournant de sa vie. En gros, il avait le choix entre, devenir musicien professionnel et avoir le statut d'intermittent, ou continuer ses études, de physique, dans laquelle, physique-chimie je crois, dans lesquelles, voilà, il avait déjà un beau parcours et qui le prédestinait, au monde, à mon avis, du professorat ou Mmh. de la recherche. Et donc, il était, voilà, il était un peu dans un moment charnière, de sa vie, comme on en a tous, où il se disait: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Bah, je l'ai filmé dans son quotidien, lors de ses concerts, mais aussi à la fac, et j'ai filmé ses doutes, on a beaucoup parlé, et beaucoup d'interviews, et puis, voilà, au final, il choisit une voie. Celle de la musique. Et voilà, et ce qui est drôle, c'est que Philippe, et ben là, on a rebossé ensemble sur un projet commun, et maintenant il fait de la musique, à l'image, donc D'accord, pour des documentaires, vous vous pour des retrouvez. films, et on se retrouve quoi, c'est assez drôle quoi, donc Mais c'est assez chouette parce que finalement, entre les 2 formations que tu as fait, j'ai quand même l'impression que tu utilises la psychologie pour aborder les gens, donc tu mmh. dois avoir une bonne compréhension de l'humain. Oui. J'ai très envie de parler de ça parce Oui. que, c'est vraiment, quand je dis creative identities comme naming pour ce podcast, c'est vrai Mmh que pour moi, il faut l'espace pour que l'identité se sente en sécurité et entendue pour qu'elle puisse s'exprimer créativement. Et Mmh mh. quand je dis créatif, c'est pas forcément artistique, c'est sa propre créativité, peu Mmh. importe comment elle s'exprime. Et je suis très curieuse justement des expériences que tu as pu avoir parce que on va en parler, que ce soit dans les pédaleurs où tu, vas rencontrer, bah, des pédaleurs, des personnes, Mmh. qui aiment beaucoup le vélo comme toi, ou des personnes, dans Paris Ville Nature, qui ont une, hyper importante relation avec la nature et cetera. À partir de Philippe, en fait, tu as Mmh. souvent été dans cette écoute et la rencontre Mmh. de l'autre. Mmh. Et j'ai aussi envie de parler du deuxième niveau, c'est aussi ce que tu crées visuellement qui permet cette, immersion aussi parce que ce soit alors moi avec mon regard, de non professionnel, totalement d'audience, ce que je perçois c'est, parfois un côté un peu brut, parfois c'est de l'auto-filmé, je me suis filmée moi-même, c'est ce Mmh. que j'ai vu dans, Stéréotypes par Mmh. exemple, ou Mmh. alors le silence, enfin le silence a l'air d'être, un Mmh. personnage en tant que tel. Mmh. Donc, est-ce que tu peux un peu, peut-être d'abord, dans un premier chapitre, on peut se parler de cette rencontre de l'autre, Mmh. et puis ensuite de comment tu travailles l'image pour servir, ce que tu essaies de raconter sur cette personne? Yes, et bah, écoute, oui, c'est vraiment un moteur, je pense, la rencontre de l'autre, comme tu l'as dit. Dans mes études de psychologie, et je pense ce qui m'a amené à faire de la psycho, c'est vraiment, une curiosité, tu vois? De Mmh. comment fonctionnent, les autres, comment fonctionne l'humain. Et dans mon travail, de producteur ou de réalisateur, de documentaires, ou même de format brain content, ce qui me plaît le plus, moi, c'est d'aller rencontrer des gens. Mmh. C'est de découvrir des univers, d'aller vraiment, ouais, aller saisir des choses, de la vie de quelqu'un d'autre, Mmh. de ce qui l'anime aussi dans ce qu'il va faire, dans ses passions, son métier, et qui m'en parle pour que je puisse avoir, on va dire, une vision, partagée, de sa part, sur sa conception du monde, des choses Mmh. et tout ça, quoi. Et ça, je trouve, c'est un truc qui me fascine, dans l'humain, et c'est pour ça que j'aime le documentaire. C'est vraiment, les histoires, que peuvent raconter les gens, Mmh. et on va dire, il y a autant d'histoires que d'êtres humains, et ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui me ouais, qui m'anime, en fait, Mmh. et c'est sûr que aller faire parler les gens, les rencontrer, découvrir, bah, qui ils sont, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là quand tu vas filmer quelqu'un, c'est, quelqu'un qui t'accorde de sa confiance déjà.
de Mmh. de son temps, parce que tu prends aussi du temps à la personne, et quand je parle de confiance, c'est quelqu'un qui t'ouvre son univers, qui accepte d'être filmé. C'est pas toujours évident non plus, hein, pour certaines personnes et il y a ce côté-là, moi, qui me bah, du coup, ouais, qui m'anime, beaucoup. C'est, aller, découvrir comment travaille quelqu'un, sa conception du monde, sa conception de la vie et pourquoi aussi, elle a fait, ses choix de métier ou d'activité, pourquoi, on parle des pédaleurs, bah, pourquoi ça lui plaît de faire du vélo, et ça, c'est un vrai truc, ouais, que j'adore, en fait, hein Mmh. dans mon métier, mais aussi, dans la vie de tous les jours, moi, j'adore rencontrer du monde. C'est quelque chose, qui me plaît, quoi Est-ce que tu as des petites habitudes qui se sont développées justement, pour, toi te mettre à l'aise dans ces rencontres, de l'autre, ouais. ou des petits rituels où tu t'es dit: «Ah, quand je fais ça, ça commence mieux, dans tel ordre» et cetera? Est-ce que tu as Ah, des petites habitudes? c'est une bonne question. Si tu veux, j'essaye moi, d'être, déjà à l'écoute, mais ça va de soi, enfin ça paraît évident, mais tu peux faire semblant d'être à l'écoute, Ouais. parce que c'est ta position, ton métier qui demande ça. Quand tu fais une interview, forcément tu vas être à l'écoute, mais tu sens je pense que les gens sentent rapidement si c'est une écoute sincère Mmh. ou si c'est un truc un peu fake, parce que voilà, c'est ta position qui veut ça, quoi. Donc j'essaye vraiment d'être à l'écoute et on va dire d'avoir, assez rapidement d'instaurer une relation, heu, intime avec la personne que je vais avoir en face de moi. Donc on va dire que quand je filme, en général, je vais toujours, rencontrer les gens avant, Mmh. que d'utiliser une caméra, ou de venir avec un chef op pour, déjà instaurer vraiment cette relation-là et ça va être plusieurs rencontres avant de les filmer. Ça va être, bah, les appeler au téléphone et discuter avec eux, bah, sur un mode, on va dire informel au début OK. et parler de plein de choses qui vont au-delà du sujet qu'on va filmer et tout ça. Donc ça c'est quelque chose d'important pour moi et je pense que j'essaye d'être vrai aussi, enfin, je Mmh mh. de pas non plus, jouer un rôle, de leur dire, Mmh. enfin, de leur faire comprendre que moi je suis comme eux, Ouais. et que c'est pas parce que je les interviewe ou que je vais les filmer que, la relation est biaisée, quoi. Enfin, Mmh. c'est une relation humaine avant tout et je veux être dans un échange et dans la vérité aussi de l'échange, quoi. Pour moi, c'est très, très important et donc oui, il y a tout ça et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'humour. Enfin, moi, j'aime bien me marrer, j'aime bien rigoler et du coup, je suis aussi pas mal sur ce mode, un peu en mode icebreaker, où Ouais. tout de suite, quand tu souris un peu, quand tu fais, 2-3 blagues, ça passe tout de suite mieux et j'aime bien l'humour, quoi. Donc assez Mmh. rapidement, j'utilise ça aussi pour, quand je vois que la personne est pas super à Détendre, l'aise, ça détend tout de suite l'atmosphère, quoi. ouais. Et surtout, enfin et je pense après c'est à mon avis, c'est la dernière chose vraiment qui est intéressante, c'est j'essaye, je le disais, d'instaurer vraiment un climat dans lequel les gens sont bien. Tu vois, Ouais. je pense que moi, je suis assez sensible à, enfin, je suis sensible en général et je suis sensible vraiment aux ambiances, pas aux ondes, mais aux trucs, enfin, ce que tu peux ressentir dans une pièce avec une personne ou ce genre de choses. Donc j'essaie vraiment de créer une ambiance, générale où on est bien et si on est bien, la parole, bah, coule beaucoup plus Ouais. facilement, quoi. Et est-ce que, parce que j'ai l'impression que tu vas souvent aller dans leur environnement en plus, Ouais, déjà, tu as ouais. moins ce côté studio froid qui fait peur Oui, peut-être? c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Je suis d'accord avec toi. C'est, si tu veux, il y a plusieurs façons d'interroger les gens, d'aller parler avec eux. C'est effectivement soit un dispositif très froid avec un fond, des lumières, où là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de les faire parler, je Mmh. trouve, ou d'aller, bah, dans leur univers, où déjà ils sont en confiance parce qu'ils connaissent, leur environnement et où tu es, voilà, avec une caméra, peut-être un peu de lumière, mais où là, il y a moins d'artifice et du coup Ouais. ça va permettre bah, de parler plus facilement et que la personne soit le plus à l'aise, possible, quoi et donc c'est vrai que c'est plutôt des dispositifs comme ça que moi je vais privilégier si Ouais. c'est possible. Voilà. C'est un truc qui me vient aussi maintenant, j'y avais pas pensé avant, mais souvent je crois que tu les filmes aussi en train de faire des choses Ouais. et c'est peut-être déstressant pour eux aussi, non? Je Plutôt que d'être pense qu'il y assis a comme ça pour, Ouais, exactement, c'est un peu une façon de noyer le poisson, c'est, ouais. leur faire faire des choses pour que
il soit pas non plus bloqué sur «Ah putain, ce que je viens de dire, c'est pas bien» ou «Ah, faut que je parle comme ça» ou «Tiens, faut que je regarde Ouais. la caméra» et c'est vrai que les mettre, en action, leur faire des choses, qu'ils sont habitués à faire, ça va Mmh. permettre aussi de faire couler, et de faciliter la parole, plus facilement, quoi. Ça, Ouais. c'est des vrais petits tips, on va dire de réalisateurs et puis je trouve qu'en plus, si tu veux, ça donne une dimension, à l'interview qui est intéressante et c'est quelque chose, qui se fait beaucoup quand même dans le documentaire. Enfin, tu vois, Mmh. il y a un documentariste, qui est assez connu, enfin en tout cas dont quand tu fais des études de documentaire, tu es un peu obligé de regarder ses films, c'est Alain Cavalier où lui, moi on m'a montré plein de petits dispositifs où il allait filmer des gens qui travaillaient et dans leur cadre de travail, mais ils étaient tous en train de faire quelque chose, quoi. Par exemple, un mec Mmh. qui réparait, une bicyclette, bah, tu le vois en train de bosser justement sur le vélo, un boulanger en train de pétrir sa pâte, ce genre de choses et Mmh. je trouve que c'est aussi intéressant, cinématiquement parlant, en fait. Il se passe Ouais. des choses aussi où tu es pas juste sur un plan fixe, de quelqu'un qui te raconte sa vie, quoi. Ouais, c'est vrai, sinon ça fait juste, podcast filmé. Bah, c'est ça. Après tu as des dispositifs aussi qui reposent là-dessus, hein. Je me Mmh. rappelle, il y avait l'exposition, Human, il me semble, de Ouais. Yann Arthus Bertrand au Grand Mmh. Palais que j'étais allé voir, où c'était vraiment que des gens, face cam, qui Ah, ce parlaient. film, Ouais, j'adore. Tu as et vu du le film aussi, ouais, ouais, j'ai vu le film, ouais, tu vois? Mais du coup, c'est le dispositif, est légitime parce que ça repose ouais, sur des gens et sur leur visage, un sur, parti pris, ouais. exactement, tu vois? Ouais. Mais c'est voilà, après ça Ouais, dépend. eux, ils ont fait de l'impact, je trouve, parce qu'il a tendance à vraiment montrer chaque trait de visage, Mmh, et oui, puis chaque, once d'émotion. oui, Enfin, c'est vrai. moi, il m'a marqué à vie avec même, le premier interview du début où on voit un homme, qui est en prison, je crois, Ouais, qui a, tué quelqu'un, mais qui s'est fait pardonner par la mère de celle ouais, qui l'a tué. Enfin, il pleure en expliquant, qu'il n'avait pas connu l'amour jusqu'à ce que ce pardon lui soit donné. Enfin, j'ai l'impression que c'est, tu vois, justement, en neurosciences, moi, il a marqué un moment ouais, dans ouais. ma tête, Et dans mon cerveau. là, ouais, il a créé des connexions neuronales fortes, Il a créé l'inverse du trauma, je crois. Il a ouais, créé, l'émotion positive, l'admiration qui est restée. Mais c'est vrai, c'est vrai. D'un côté, mais après, tu te dis waouh, parce que du coup, maintenant, ce que tu as raconté, enfin, tout ce que tu as raconté était très intéressant, mais je trouve que cette phase d'intro avant de se mettre devant la caméra, j'y avais jamais trop pensé, mais ça paraît hyper clé. Et je me dis, d'autant plus peut-être quand tu vas les mettre comme ça face caméra, tu as aussi utilisé le mot intimité. mmh, Quand on en arrive à là, c'est que vraiment, on a créé une relation mmh, à l'autre mmh, et c'est plus juste un sujet, c'est quelqu'un qui ouais, est en échange avec toi. complètement. Et est-ce que tu as eu des phases d'intro ratées aussi, genre où tu essayais, mais la personne est totalement... Ah ouais, ouais, c'est très, bah, justement, quand on parlait, je me disais: «Ouais, c'est pas simple» parce que je sais que tu as des gens qui se prêtent vraiment au jeu et tu en as d'autres où, ils sont assez ambivalents par rapport à leur désir d'être filmés, quoi et donc tu en as beaucoup, qui vont pas se laisser approcher, rapidement, ou très difficilement en ayant moi ce que je pense être des excuses où ils ont pas le temps, ils Ouais, machin, ils ont, voilà, il faut que ça aille vite et tout et en fait, quand tu es sur, du documentaire où tu dois vraiment créer un lien fort, moi j'insiste, enfin pour que ces phases justement d'intro et de contact, avant, la phase de vraiment, d'interview, se fasse et si je vois que c'est trop compliqué, après c'est aussi, parce que j'ai ce luxe-là, hein, par moment. Si c'est, des personnes où, je peux me dire: «Bon, bah, à ce moment-là, ça va peut-être pas le faire avec elle», bah, je préfère arrêter quoi ouais, et essayer de trouver, un autre sujet ou en tout cas un autre personnage quoi. Parce que, ouais, sinon ça laisse jamais présager quelque chose de bon et en général ça se vérifie. Enfin, dès que tu as des doutes aussi, faut suivre ses intuitions et te dire: «Bon, bah, si cette phase, en amont, ça te permet de tester ça aussi, hein, ouais, ne fonctionne pas, ça va être compliqué lors de l'interview». ouais, si c'est pas naturel, C'est pas ça va naturel, si c'est pas sentir, fluide, ça va être galère. Après, mmh. je te parle vraiment d'un contexte idéal où tu as le choix, où tu peux faire cette sélection-là, mais bon, des fois, quand tu es dans un cadre professionnel où vraiment il faut que tu fasses des interviews avec des gens que tu pas le choix, qu'il faut interviewer, bon, bah, tant pis, hein. Ouais, Mais faut y aller, tu fais le mieux.
Voilà, tu fais au mieux, puis après il y a un gros travail de montage parce que, faut trouver vraiment les meilleurs rushs parce que tu es pas toujours, très satisfait, tout ça, mais voilà. Tu as utilisé le mot personnage Mmh. aussi. Ouais. Parce que du coup, d'un côté, on parle de quelque chose de très vrai, où tu crées toute cette base pour qu'il y ait l'intimité, le naturel et tout. Mais toi, au final, qui est en train de concocter un produit fini, Mmh. dans ta tête, c'est des personnages. Du Ouais. coup, qui prennent leur place par Oui, oui, rapport au storytelling global. Comment complètement. tu fais ce parallèle entre le moi vrai et le Ouais, personnage que tu complètement. en crées Bah, après c'est vrai que quand tu vois, enfin, en tout cas pour le documentaire, moi j'ai vraiment été surpris au tout début, justement, durant mes études enfin, sur toute la part de travail qu'il y a à faire, avant de tourner, tu vois? Avant de filmer. Là, on parle de rencontre des personnages, mais il y a tout le travail d'écriture, d'un séquencier, de projection de à quoi pourrait ressembler ton documentaire, Mmh. parce que c'est vrai que pour moi, ça, c'était un travail que tu faisais avec de la fiction ou, Ouais. un film, classique, on va dire, où, tu écris un scénario, et tout ça. Mais pour le documentaire, en fait, tu te rends compte qu'il faut faire un peu la même chose, même si c'est pas, tu pas un découpage précis, que tu pas un storyboard, mais il faut quand même que tu puisses, écrire tes intentions, voir ce que tu peux filmer, comment le filmer, qui filmer. Et donc c'est vrai Mmh. que très rapidement tu parles de personnages parce que même si c'est des gens que tu filmes, qui existent dans le réel et tout ça, c'est les personnages de ton histoire. Ouais. Et, et c'est des personnages, quand tu fais ce travail d'écriture avant de les filmer, sur lesquels tu projettes des choses, où tu t'arrives à, parce que tu les as déjà un peu rencontrés, à savoir quels traits de caractère ils ont, ce qu'ils vont apporter à ton histoire, ce qu'ils vont potentiellement raconter. Et donc, il y a, presque une part de mise en scène aussi, même si on filme le réel, il y a quand même, un petit, des attentes, tu vois, par rapport à ce qu'ils vont Mmh. raconter. Même toi, enfin, en tout cas, moi, en tant que réalisateur, quand je les interviewe, j'ai toujours une petite idée derrière la tête de ce que je veux qu'ils me racontent aussi, quoi, tu vois? Mmh. Bien Donc, sûr. c'est vrai qu'il y a cette notion, ouais, de personnage, Il doit assez. y avoir des surprises aussi. Parfois, ils te donnent pas ce que tu veux, parfois, ils te donnent autre chose qui est pas Ouais, mal aussi. ouais, ouais, c'est ça, en fait, tu as de tout. Des fois, tu es frustré parce qu'effectivement, tu imaginais qu'ils allaient, te dire ça, ou que telle thématique allait être abordée, ou que même, je sais pas, les mots qu'ils allaient employer, les expressions, coïncideraient plus à ce que toi tu as envie de raconter ou envie de dire à travers ton Mmh. histoire. Bah, des fois ça correspond pas à tes attentes, donc tant pis. Et c'est vrai que des fois, bah, tu as des trucs incroyables aussi que tu attendais pas, qui vont même changer presque le cours de ta narration et tout ça, et c'est hyper intéressant, quoi. Mais c'est ça, parce que du coup, à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a au moins deux, trois écritures. Mmh, La première intention, avant même d'avoir rencontré des gens, oui, qui permet de créer le projet, j'imagine. c'est ça. Puis après, une fois que tu as fait ton casting, où tu as quelques impressions, et Mmh. après, quand tu as tout le matériel et que tu vois quelle histoire tu peux raconter avec ce que tu as, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en plus, si tu veux, ça se vérifie vraiment ce que tu es en train de dire, parce que tu as dire la phase d'écriture, la phase de tournage, et tu as la phase de montage où, Mmh. bah, beaucoup de gens te diront que finalement tu réécris ton film, au moment du montage, quoi. Parce que tu sélectionnes des choses, tu vas prendre ouais, des situations ou des propos, quoi, qui avaient pas été prévus, à la base, quoi. Et donc ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, quoi. Et après, si tu veux, tout ce travail d'écriture en amont, tu es de toute façon obligé de le faire parce que toi, ça t'aide en tant que documentariste, pardon. Mais en plus, si tu, suis, on va dire, les chemins classiques de la production et de la réalisation de documentaires, pour avoir des financements pour faire t ton film, tu es obligé d'avoir un dossier dans Ouais. lequel, tu as tes personnages, que voilà, que tu imagines filmer, dans lequel tu as une histoire, pour que les gens, le jury, qui va te donner éventuellement des financements, puisse, bah, se projeter dans l'histoire que tu vas raconter et tout ça. Donc ça, tu as tout un travail effectivement d'écriture, de préparation à faire, quoi. Pour avoir le financement, du coup, j'imagine, tu dois coïncider un petit peu ton envie avec des tendances du moment. Parce que donc, quand je regarde par exemple tes projets, il y a nul doute que les pédaleurs, c'était un sujet qui te tenait à cœur, que Mmh. c'était très personnel. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu racontes pour que ça puisse être financé? Quel est l'intérêt que tes investisseurs ont trouvé, eux, Mmh. pour eux, Ouais. dans ce projet? Bah, si tu veux, en fait, très concrètement,
les pédaleurs, ça se passait à Strasbourg. C'était sur la culture vélo en général, mais surtout la culture vélo à Strasbourg. Donc c'était des portraits de Strasbourgeois qui te racontaient leur relation au vélo et comment en fait Strasbourg avait pu aussi leur permettre de pratiquer le vélo de façon optimale entre guillemets. Et qu'est-ce qui avait fait en sorte que le vélo se développe aussi dans cette ville-là. Bon, il y avait pas mal d'interrogations sur Strasbourg et sur le pourquoi de ce statut-là de première ville cyclable de France. Et donc très concrètement, c'est vrai que tu viens avec un projet comme ça pour aller demander des financements à la ville de Strasbourg, bah, ils sont déjà quand même voilà, un peu à l'écoute, hein, en se disant ah, bah, tiens, ça Mmh. peut être intéressant parce que ça permet aussi de faire une promotion, on va dire, de notre ville et de la qualité de vie strasbourgeoise, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aider et ça nous a aidé parce qu'on a eu des financements de la ville. Mmh. Et en fait, après, il faut toujours que tu trouves un diffuseur pour pouvoir diffuser ton projet et après déclencher d'autres financements. Et donc, bah, on l'a proposé à Alsace 20, donc, qui était une chaîne locale qui n'existe plus, pour pouvoir enfin, diffuser le projet. Et c'est vrai que c'était un peu un moment où le vélo avait un peu le vent en poupe, il y avait tout ce qui était fixie et tout ça qui était très à la mode. Donc, je pense que quand j'écris quelque chose et je développe un projet, j'ai toujours en tête, et c'est peut-être mon côté producteur, hein, je suis réalisateur mais Mmh. aussi producteur, de savoir quel sujet va pouvoir plaire en fait. J'arrive à capter l'air du temps et à développer un projet en fonction de ça. Après, je Mmh. dis pas que je fais que ça et que c'est toujours orienté en fonction de ce qui peut marcher, mais j'ai ce côté-là, quoi, être par Tu moment. vérifies peut-être si ton envie Ouais. a des récepteurs, pour pas partir, tout seul, tête baissée dans un truc. Exactement, parce que quand tu vois le travail que ça demande un projet comme ça, tu vois, c'est entre 2-3 ans Ouais. enfin, entre l'écriture et la réalisation, ouais, ça peut prendre 2 à 3 ans, voire plus. Donc c'est vrai, ouais, faut que ça soit des projets qui t'animent, mais en même temps, tu te dis que bon, enfin, si c'est des projets qui peuvent plaire, c'est encore mieux, et qui trouveront un diffuseur, ça vaut le coup vraiment de s'investir. Et effectivement, tu vois, mon deuxième projet documentaire Paris Ville Nature, bah, c'était quelque chose que je savais un peu tendance. Enfin, c'est voilà, c'est des portraits de gens qui ont un lien fort à la nature, avec tout ce qu'on voit sur les jardins partagés, le retour à la nature, les marques qui se mettent tous à faire de l'outdoor et tout ça. Enfin, il y a un truc qui est dans l'air du temps, mais c'est aussi peut-être pour ça que ça me parle et que moi je me retrouve aussi là-dedans. Tu vois, il y a une espèce de truc où ça te nourrit aussi et que du Mmh. coup tu sais ce qui fonctionne, mais en même temps, ça fonctionne parce que ça te parle aussi, parce que tu te sens imprégné de ces sujets-là, quoi. Donc, Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses qu'on peut créer quelque chose d'hyper fort dans un sujet qu'on ne connaît pas du tout au démarrage? Parce que là, je vois que tes projets de cœur, ouais, à chaque fois, il y a quand même hein, une connexion ouais, ouais, possible avec ce que tu connais. ouais. Écoute, c'est une vraie question. Je pense que oui, parce que tu des gens, des réalisateurs qui font des projets de commande, en fait, hein, même sur le Mhm. documentaire, où il y aura un auteur qui va écrire un projet et tu auras un réalisateur qui va le réaliser. Mhm. Et donc, le réalisateur aura pas forcément une appétence folle au début pour un sujet, mais il va se l'approprier. Mhm. Enfin, en tout cas, faut qu'il y ait quand même, on va dire un certain feeling avec ce qu'il doit raconter dans son film, Il y mais a un pont a il y a un pont. posteriori, quoi. C'est ça. Alors après, je parle d'un certain type de personnes, réalisateurs. C'est vrai que moi, j'ai du mal, on va dire, peut-être à réaliser des projets où il n'y a pas un lien fort avec des choses qui me plaisent ou qui font partie, on va dire, de mes centres d'intérêt dans la vie, quoi. Et justement, j'avais envie de t'interroger un peu sur les genres de docu aussi, parce qu'il y Mhm. a des documentaires où on va chercher à sensibiliser sur un sujet, des documentaires où on va chercher à vulgariser pour donner accès, par exemple, Avez-vous la mince attitude? C'est un peu plus Mhm. dans la pédagogie à un sujet. J'ai vu que vous avez utilisé des Lego, Mhm. etc., de l'animation. Complètement. D'ailleurs, j'ai l'impression aussi, j'ouvre des sous-sujets là, mais que tout ce qui est animation est davantage utilisé dès lors qu'on essaie d'expliciter des choses Mhm. en outil. Mais sinon, il y a aussi des docus où on est simplement dans la contemplation. Mhm. Toi, tes genres préférés de ce que toi tu aimes faire, c'est plus dans quoi? Parce que par exemple, les pédaleurs, tu as dit,
j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a une réponse à la fin de l'épée d'Aleur? Est-ce qu'on est en quête de quelque chose ou on passe un super moment avec des gens qui aiment ça et qui rendent hommage à leur ville? Ouais, Mais tu as posé une question, tu as dit comment ça se fait que c'est à Strasbourg que ça s'est ouais, développé comme ça. ouais, Donc je me dis, ah là, il me donne un peu l'angle ouais, ouais. de ce qu'on explore, mais est-ce que c'est pas un peu une excuse et on avait de toute manière envie? Si, si, c'est complètement une excuse, je pense, c'est, trouver un angle, et trouver une problématique, mais, en fait, enfin, moi, j'avais pas forcément, trop réalisé, mais c'est vrai que, quand je discute avec mes proches, ou des potes qui sont un peu dans le même milieu que moi sur, les documentaires que je peux faire, il y a, toujours un aspect assez, esthétisant et un peu contemplatif. Moi, j'aime bien filmer, je sais pas, des belles choses qui se passent. Moi, je suis un contemplatif, hein, j'adore me balader, regarder, les arbres, écouter les oiseaux et tout ça, et donc je pense que moi, ce qui me plaît dans mes films, c'est qu'il y a par moments, des petits moments comme ça de contemplation, une espèce de petite magie, que je pourrais capter, tu vois? De la vie, de la beauté des choses, et essayer de le retranscrire dans mes films, que ça soit le vélo, ou des moments justement de contemplation quand tu peux être à vélo. Enfin moi, c'est ça qui me plaît aussi dans la pratique du vélo, c'est de se dire: «Ah c'est beau là ce que je suis en train de vivre», et essayer de le partager. Et pareil sur Paris Ville Nature, l'idée c'était réussir à capter des séquences comme ça où, tu as un personnage qui cultive les fleurs dans plein enfin dans Paris, et qui pour moi ramène du beau, vraiment dans Paris, à travers son petit champ perdu, à côté dans le 19e, à Télégraphe, où tout est gris, et en fait, moi, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est de faire partager ça, quoi. C'est des moments de beauté, d'essayer de rendre, par moment le monde, pardon, un peu plus poétique et beau, qu'il ne l'est, ou en tout cas, créer des moments de ouais, de plénitude quand tu regardes mes projets, quoi. Bah, ça se ressent en tout cas parce que ce soit l'usage des bruits de nature Ouais, derrière, le rythme que tu crées, enfin, moi j'ai l'impression d'avoir été me balader quand je regarde ce que c'est tu as ça, et c'est fait. ce que j'essaye de faire. Je me sens apaisée. Ouais, ouais. Voilà ma séance de méditation. Il y a complètement Mais ça, ouais. ça, c'est une belle signature, je trouve quand Ouais, même. bah, Parce écoute, merci, ouais, et ça me fait plaisir que tu l'aies ressenti, parce Mhm, que c'est vraiment ça, moi, qui me plaît, et ce truc, oui, de réussir, à capter ces moments-là, effectivement, quand tu filmes, mais également de les créer à travers, tout ce qui est, processus de sound design, utilisation de mhm, bruit, de musique aussi, qui vont coller, à l'ambiance que j'ai envie de créer, tu vois? Et mhm. c'est l'élaboration aussi de tout ça, moi, qui me plaît énormément quand tu fais un film, quoi. Le tournage, ça me plaît, j'aime bien tourner, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est, ce qu'on appelle post-production. Donc c'est Oui. après avoir filmé, bah, c'est, le montage, et ça, c'est vraiment, les moments Ouais. que tu Tu as arrives à les créer. ingrédients, maintenant tu C'est ça, cuisines. exactement. Tu as les ingrédients, tu les réunis, et tu essayes de créer quelque chose de nouveau, quoi. Et ça, c'est assez grisant quand ça fonctionne, et quand ça bloque aussi, parce que souvent au montage ça bloque, enfin tu es là, bah, ça marche pas ça et tout, et tu arrives à trouver des solutions, c'est tellement cool, hein, que Ah oui, faut résoudre, c'est la casse-tête. exactement, exactement. Voilà, tout à fait. Je vois l'heure qui tourne, j'ai Ouais. encore 2 questions que Mmh. j'avais envie de poser. L'une de ces questions, tout à l'heure, on parlait de parfois les gens te surprennent, Mmh. et ils t'emmènent ailleurs, ils racontent autre chose. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui te viennent, de d'expériences en tournage que tu pourrais nous raconter? Hem, Est-ce qu'il y a des anecdotes, qui me sur oui, bah, ouais, j'ai eu un dans mon documentaire, Les Pédaleurs, on a filmé un cycliste, mais un cycliste, hardcore, un mec qui s'appelle Simon, qui était un des premiers à faire du fixie à Strasbourg à l'époque, et donc qui roule, avec un fixie, donc c'est-à-dire pas de vitesse, enfin en tout cas il peut pas changer de vitesse, et qui est, quelqu'un qui m'a énormément surpris, parce qu'en fait, pendant qu'on faisait le film, qu'on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire, il nous a dit: «Ouais, mais attendez les gars, moi j'ai un super truc là, un super truc à filmer, je vais, reproduire le dénivelé de l'Everest, donc 8 000 je sais plus combien de mètres, en cumulant en fait la montée,
d'une petite montagne qu'on a près de Strasbourg qui s'appelle le Mont Saint-Odile. Et donc le D'accord. défi, c'était en pignon fixe, de monter 9 fois cette petite montagne pour pouvoir vraiment reproduire le dénivelé de l'Everest. Donc on a appelé ça l'Everesting. Et je me suis dit, mais ce mec est malade, quoi. Et tu vois, et typiquement, tu rencontres des gens comme ça où tu te dis, en fait, tu te dis, il y a des gens vraiment qui peuvent être radicaux dans ce qu'ils font, ou quand ils font quelque chose, ils le font à fond, quoi. Tu vois, J'aurais même pas pu l'imaginer ce gars en fait. non, J'aurais pas pu rêver d'avoir ça dans ton film. c'est ça. Enfin, tu parles de personnage, bah pour moi, enfin, c'est plus qu'un personnage de fiction, quoi. Enfin, j'aurais pas pu imaginer un personnage comme ça, et en fait, il existe, il habite à Strasbourg, et voilà, il y a ça, et il y a, est-ce qu'il y a vraiment des situations, c'est plus vraiment, moi, je pense, des rencontres que j'ai pu faire, quoi, où tu commences à rencontrer quelqu'un et tu te dis, mais en fait, cette personne, elle est incroyable, quoi. Et dans mon dernier documentaire sur la ville de Paris, enfin sur Paris Ville Nature, pardon, celui vraiment qui m'a complètement surpris, même si je savais que c'est un personnage incroyable, c'est Fernand Desroussanes, qui est un audio-naturaliste. Donc son boulot, c'est d'aller saisir les sons de la nature à Mmh. travers le monde. Donc voilà, il va avec il a un enregistreur, une espèce de parabole avec un micro pour aller capter tous les sons et tout. Et ce personnage-là, en fait, il est juste incroyable parce que c'est un fanatique d'oiseaux, quoi. Et enfin, de tous les bruits de la nature, mais d'oiseaux spécialement. Et en fait, on a eu des moments comme ça, on se promenait dans le bois de Vincennes, et bah, dès qu'il y avait un oiseau qui chantait, il arrivait à le repérer, à te dire ce que c'était et tout ça. Ah, Et j'ai trouvé, je me suis dit, mais en fait, cette personne est incroyable parce qu'il maîtrise quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est comme s'il avait une autre lecture du monde et de la vie, parce que ouais, il il connaît a un don quoi. tout le monde des oiseaux et tout ça. Et je me dis, c'est des gens incroyables, parce que j'aimerais être comme eux, quoi. Du coup, je me Ouais. suis intéressé aux oiseaux et tout ça. Et donc, ouais, c'est plus, ouais, des rencontres et des univers, et des gens qui, moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Enfin, le monde est incroyable, parce que tu as des passionnés Ouais. comme ça, et qui, quand tu les filmes, s'ils te font confiance, encore une fois, et qui t'ouvrent leur univers, bah, c'est dingue, quoi. Ouais, T'arrives c'est à voir des magique. choses de malade. Ouais, c'est dingue de découvrir des aptitudes que tu aurais pas Ouais, imaginées, exactement. des passions que tu aurais pas eu l'idée d'avoir. Et surtout des gens qui dédient leur vie à des choses incroyables, quoi. Alors tu vois, toi, tu étais pas sûre de pouvoir gagner ta vie dans l'audiovisuel et alors lui, il a quand même été capter les sons de la nature. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Et il a commencé, il a C'est bossé en tant, courageux. ouais, mais complètement. Et il a commencé en tant que paysagiste pour la ville de Paris, et puis il adorait les oiseaux, il a commencé à les enregistrer de fil en aiguille. Il a fait des CD pour Nature et Découverte. C'est comme ça qu'il a, à l'époque des D'accord. CD, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et maintenant, si tu veux, Mais là, il vient de oui, travailler j'ai pour. jamais demandé qui Ouais, faisait bah, des sons d'oiseaux dans les trucs que j'écoute sur Spotify quand je veux me calmer. je pense il y en a une grosse partie qui ont été faites par lui. Et il a participé au film là, je sais plus comment ça, Le règne animal, D'accord. qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a 6 mois, 1 an en France là, qui a remporté un César, il me semble. Et ben c'est lui qui a fourni une grosse partie des sons qui sont utilisés dans le film pour créer toutes les ambiances de nature et tout ça, quoi. Donc c'est un mec. Au début, j'étais là, bon, c'est sympa ce qu'il fait, c'est un passionné d'oiseaux à Paris. En fait, il commence à te raconter ta vie et à sa vie, et tu te dis, mais en fait, ce mec est dingue. Et il passe, je sais pas, la moitié de son temps en Afrique. Il va en Islande enregistrer les bruits des icebergs. Enfin bref, voilà. Moi, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est clair, parce que Ouais, déjà lui, il a l'amour qui le connecte à ces choses-là ouais, et complètement. quand il te raconte les choses sur cette vibration-là, enfin, je pense que pour des personnes comme toi, c'est du pur moment de gnam gnam. Ouais, mais grave. Ouais, 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 exactement. C'est miam miam, quoi. T'es là, waouh. Encore des belles histoires comme ça, Ah, c'est c'est génial. trop bien, c'est trop Ouais. bien. Alors, peut-être pour finir, du coup, je voulais te demander, moi aussi, j'aime tout ce qui est histoire vraie, documentaire. Est-ce qu'il y a deux, trois choses où tu te dis, ça, faudrait quand même que vous alliez regarder si vous aimez les documentaires, tes préférés, tes muses? Ah, Est-ce que tu peux nous donner deux, trois créateurs de documentaires que t'aimes bien, deux, trois documentaires
euh, Ouais. que tu es trop heureux d'avoir vu? Ouais, bah écoute, il y a un documentariste qui s'appelle Wiseman, qui est assez connu en fait. Enfin, c'est un documentariste américain Mhm. qui est juste, on va dire, une espèce de référence en termes de documentaire enfin, dans le monde, quoi. Et lui, ouais, il a fait des films assez incroyables. Alors, j'ai plus tous les titres en tête, mais je sais que là, il a sorti un film dernièrement qui se passait. Alors, je dis pas de conneries, attends, je vais quand même vérifier. Euh, oui, c'est ça. Euh, J'avais un doute parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Il a fait un film sur les trois gros, les trois gros comme ça peut paraître étrange. En fait, c'est des frères qui font de la cuisine dans la région de Lyon, qui ont un super restaurant gastronomique et tout ça. Et donc, il a filmé leur vie, il a filmé, on va dire, leur restaurant. Et c'est juste incroyable, en fait, ce qu'il arrive à faire ressortir de cet environnement, comment il arrive à capter des choses avec des dispositifs assez simples. Enfin, tu vois, il plante sa caméra et puis basta, quoi. Des fois, c'est des plans très simples, mais où il arrive vraiment à choper des choses très très fortes. Et il a fait un film aussi sur la National Gallery que j'avais beaucoup aimé et que je vous invite à voir pour aller capter justement la vie d'un musée, et quelles sont les coulisses en fait de ces Mhm. environnements-là. Ça, c'est très très chouette. Moi, il y a une documentariste aussi qui m'a beaucoup marqué à l'époque, que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que j'aime toujours, enfin en tout cas j'aime beaucoup ses films, c'est Agnès Varda. Mhm. Elle a fait, enfin, un de ses derniers projets un peu connus, c'était une collaboration avec JR, Ouais. le photographe, graphiste, et tout ça. Et en fait, elle avait fait un documentaire qui s'appelait Les glaneurs et la glaneuse, sur des gens à Paris ou ailleurs en France qui vont glaner des aliments ou différentes choses. Par exemple, il y a un marché qui se finit, bah, ils vont récupérer les fruits, les légumes qui restent, et tout ça, ils se nourrissent de ça. Enfin, c'est des gens qui vivent chichement, simplement, et ouais, va capter ces tranches de vie de personnes assez simples, mais où il y a un vrai truc, un vrai rapport à Mhm. l'humain qui est très très fort. Donc, ouais, Agnès Varda, j'aime beaucoup, quoi, en tant que documentariste. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te citer comme nom? Euh, Ouais, on va dire que c'est vraiment ça, c'est les deux C'est tes personnes préférés, un ouais. peu classiques. Ouais, après, il y a des documentaristes actuels qui me parlent à fond, mais c'est des gens qu'on a produits avec Sepia. Par exemple, il y a Sven Depo, qui est un Mhm. réalisateur strasbourgeois, qui a fait un film qui s'appelle Maître, sur deux avocates qui ont un cabinet à Strasbourg, qui défendent des étrangers en situation irrégulière. Et donc, Mhm. tu les suis dans leur quotidien, tu es en huis clos dans leur cabinet quasiment, et tu vois comme c'est un métier difficile, et Mhm. comme c'est aussi un métier important, et comment ils arrivent à aider les gens au quotidien, qui bah, sont un peu stigmatisés par la société, quoi, surtout en ce moment. Donc, Mhm. pour moi, c'est hyper important. Et si tu veux, c'est le genre de documentaire où tu le regardes et tu te dis, ah putain, mais en fait, c'est important de parler de ça, quoi. Parce que Ouais. si tu t'intéresses pas un peu à ces cas-là et à cette pratique, ou en tout cas à des gens comme ça qui défendent des gens qui sont un peu dans l'ombre, ben voilà, quoi. C'est important, parce que ça te fait ouvrir les yeux Ouais. sur une situation qui est là, qui est réelle. Et c'est aussi un des rôles du documentaire, je trouve. Voilà. Mais Je c'est pas trouve que forcément c'est des intéressant. documentaires que je fais moi, ou en tout cas qui m'animent, mais c'est un type de documentaire qui est hyper intéressant, quoi. Ouais. Bah, on sera sans doute un peu moins apaisé que dans tes formats. Exactement. Ouais, c'est pas, Mais c'est pas les mêmes, c'est ouais, sûr. c'est pas la même signature, mais en même Ouais. temps, c'est intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui poussent au pessimisme. Et parfois, on croit que les solutions n'existent pas, voir des personnes comme ça qui créent des solutions. Déjà, je pense qu'il peut y avoir un côté donneur d'espoir, mais voir à quel point c'est difficile, ça peut aussi mobiliser
pour Oui, que ça ne soit pas aussi difficile. Donc, complètement. il y a un côté un peu activiste à Ouais, donner à savoir, donner à voir. Donc, complètement. bah Bah, écoute, Louise Van effectivement est pas mal dans cette, veine-là quoi, de mhm. l'activisme et il y a c'est un peu un cinéma militant quoi et c'est chouette parce que enfin, de toute façon le documentaire t'as plein de sous-genres on va dire, plein de genres Mhm. différents et il y a de la place, pour tout, tu vois? Moi j'adore aussi regarder des documentaires de découverte sur Arte, Ouais. où tu vas juste, aller voir des beaux paysages, en Islande ou j'en sais rien, c'est pareil quoi, c'est des choses aussi qui me parlent quoi. Ouais, ça nous fait voyager aussi pendant la Il y a de ça. pandémie. C'était une très belle façon de sortir de chez soi sans sortir de Non, chez mais soi. complètement. Franchement, Ouais. exactement, quoi. Et tu penses, allez, toute dernière question, et tu Oui, penses qu'aujourd'hui, il y a une évolution sur, est-ce qu'on est un peu plus habitué peut-être à regarder des documentaires qu'avant? Parce que je pense que le format a bien évolué. ouais, Même si on apprend des choses, comme tu dis, il y a du beau, il y a du plaisir. ouais. Peut-être qu'on est un peu challengé par le rythme et l'accélération des cerveaux, donc se ralentir pour être présent sur un sujet, c'est peut-être un peu un défi. Mais quelle est ta vision professionnelle de la place du documentaire dans le quotidien des gens, j'ai envie de dire normaux, pas des Bah, grands intellectuels ou non, des non, 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 mais c'est la hyper masse. intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je trouve que enfin en tout cas ta question est intéressante parce que le documentaire pour moi il est en train de il y a un espèce de revival du documentaire et l'avènement des plateformes type Netflix, Amazon et consorts crée un nouvel élan sur Mmh. au niveau du documentaire. Parce que le documentaire était assez longtemps quand même assimilé à des choses un peu chiantes qui sont diffusées tard, le soir, sur France 3, machin et tout. Et là, si tu veux, les plateformes ont quand même ramené une nouvelle, je trouve, esthétique du documentaire et aussi une nouvelle façon je trouve, de produire et de d'écrire des documentaires Mmh. avec par moments presque des clés de la fiction, avec des storytelling assez forts où, bah, je parle quand même beaucoup là des documentaires, sériels, tu vois? Où tu as plusieurs Mmh. épisodes où, ils vont être travaillés avec à la fin des espèces de cliffhangers qui vont, te faire revenir, Ouais, au ça épisode, enfin c'est un peu vrai. comme enfin le principe des séries et ça, ils l'appliquent pas mal aux documentaires et je trouve que ça marche bien. Ben Heu, là, il y avait Raël récemment qui a fait ouais, quelque chose de que j'ai pas encore Netflix. regardé mais on m'en a dit, beaucoup de bien. Bah, c'est typiquement ce genre de documentaire Ouais. auquel je pense où, je trouve que c'est une écriture quand même qui s'est pas mal développée dans les pays anglo-saxons, pas mal aux États-Unis et qui commence à Mmh. venir en France. Enfin, tu as de plus en plus de boîtes de prod qui commencent à écrire et à produire comme ça. Bah, Raël, typiquement, c'est une boîte de production française et je trouve que c'est hyper intéressant enfin, de vivre maintenant là cette période de la production documentaire parce que tu sens qu'il y a un truc qui se passe Ouais. et que, bah, des plateformes comme Netflix, Amazon sont obligées, de diffuser, de financer des productions françaises. Donc, Mmh. du coup, c'est assez intéressant, C'est en tant prometteur. que producteur et même réalisateur parce qu'il y a un nouveau marché, qui se crée et pour moi, franchement, c'est aussi, hem, je trouve que ces plateformes-là ont une espèce d'exigence d'esthétique. Je sais que moi j'ai pris une énorme claque quand j'ai regardé Chave Stable Ouais, je sais pas si tu l'as un de vu? mes préférés. Ah ouais, franchement, mais moi, vraiment, c'était une référence Ouais. pendant très longtemps sur, bah, la beauté des images, sur, le travail, ouais, de l'esthétique, du côté cinématographique du documentaire, même si le fond est génial. Enfin, ils ont trouvé des super personnages avec des histoires incroyables, Mmh. mais la forme est géniale aussi. Enfin, c'est bien filmé. À l'époque, il y avait beaucoup de slow motion. C'est un peu eux qui ont amené ce truc-là, tu vois, avec des beaux mouvements ralentis. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, le documentaire, ça peut être intéressant et beau à la fois», tu vois? Ouais. Et pour moi, c'est le challenge, en fait, de quand tu fais en tout cas un documentaire. Ouais. Le fond est aussi important que la forme. Il faut que l'un soit pas au détriment de l'autre, quoi. Faut trouver cet équilibre-là et c'est vrai que, ouais, par rapport au format documentaire, je pense qu'il y a un vrai truc là qui est en train de se créer et grâce, voilà, elles sont beaucoup décriées aussi ces plateformes, mais je trouve elles amènent quand même, quelque chose d'assez challengeant et d'assez,
comment dire? Ouais, moi, ça laisse quand même, espérer de bonnes choses, quoi, Ouais. pour le J'ai développement. l'impression que les meilleurs documentaires donnent un sentiment de vécu, de souvenir, comme Ouais, si, parce que c'est vrai que dans Chef's Table, il y a plein de moments où j'ai l'impression d'avoir été à cet endroit en oui, Asie avec cette nonne, qui ouais, cuisine pour les autres ou, il ouais. y a Abstract aussi Oui, qui crée des super moments comme oui, ça, ouais, ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, tous ces docus géniaux sont arrivés un peu en même temps sur ces plateformes. Il y ouais. avait aussi Tales by Light, Oui, qui était fabuleux avec les photographes. Et mmh, puis là, j'attends, puis il y a rien qui vient. c'est vrai. C'est Ça vrai, fait un moment. il y a des vagues, il y a des vagues, ouais, c'est vrai. Des Ouais, fois, il y a des choses, des fois, il y a plus rien, c'est vrai. Je suis ouais. assez d'accord. On attend tes prochains projets, Ouais, Jérémy. pas sûr que ce soit sur Netflix, mais pourquoi pas, hein? On Peut-être sait un jour. jamais. Ah ouais, non, mais avec grand Bon, plaisir. en tout cas, c'était vraiment super de pouvoir bavarder avec toi. Je pense qu'on pourrait continuer hyper longtemps, Ouais, mais je sais que tu as plein de projets en cours qui attendent ouais, cet malheureusement, ouais. après-midi Ouais, ouais, que tu t'y dédies. En tout cas, merci exactement. pour ce moment. Ouais. Et puis, j'espère à bientôt. Bah, merci beaucoup, Nechem et très heureux d'avoir pu participer à ce podcast. J'ai hâte de voir, bah, tous les autres épisodes, et en tout cas, c'est une super initiative de ta part, quoi. Bah, merci beaucoup. Et si tu as des copains dans ton environnement où tu sens qu'ils seraient OK Intéressant. pour s'asseoir dans ta chaise, là, Ouais, pourquoi pas, hein. n'hésite pas à me les envoyer. Bon, bah, je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.